Maxime, vous m'entendez? Je suis désolé, j'ai coupé le live sans faire exprès. En plus, Thomas Joly était là, je pense qu'il va me passer un bon savon. Vous m'entendez, Maxime? Oui, très bien. Oui, oui, désolé, désolé. Je Euh, pensais que c'était une coupure de mon côté, mais non. non, non, c'est moi qui ai coupé. C'est la première fois que ça arrive en 70 émissions. J'ai coupé l'émission sans faire exprès. Vivien, Vivien, fidèle militant de Normandie, également fidèle à nos émissions et membre du Conseil national du Parti de la France, je vous donne la parole pour votre question. Bonsoir Alexandre, bonsoir Maxime. Bonsoir Vivien. Déjà, j'ai une information à vous faire passer. Nous avons en France des militants, enfin des dégénérés militants écologistes qui fabriquent de toutes pièces des alertes à la bombe, voilà, dans des aéroports. Voilà, on voit où est le pays. On est arrivé avec ces tarés de gauchistes, communistes, tout ce que vous voulez. C'était pas ma question. Moi, je voulais avoir l'avis de Maxime sur ce qui s'est passé à Rouen, sur la basilique, qui a été profanée, la basilique, du Sacré-Cœur. Un nouveau Pour moi, c'est un nouvel acte, antichrétien, tout simplement, hein, mais on n'a aucune réaction de Darmanin depuis cet acte, hein. J'ai pas vu de tweet non plus. Donc je voulais avoir, l'avis de Maxime, que je sais qu'il est très attaché, sur le côté, catholique. Voilà. Ah oui, effectivement, j'ai entendu parler de cette terrible affaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, la basilique du Sacré-Cœur, hein, c'est ça, à Rouen, a été vandalisée dans la nuit. Donc ils se sont introduits par les toits et en fait ils ont tout cassé. Ils ont cassé énormément de statues. Ils ont surtout cassé le maître-autel. Et ils ont essayé de fracturer le tabernacle. Donc le tabernacle, c'est là où se situent les hosties consacrées, donc le corps et le sang du Christ. Apparemment, de ce que j'ai entendu, ils n'ont pas réussi à ouvrir le tabernacle, je crois. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire que voilà, des hosties consacrées ne sont pas éparpillées partout pour sûrement faire des messes noires comme c'est régulièrement le cas avec les profanations d'hosties. Bah, écoutez, on a pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'informations, donc on sait évidemment pas qui a fait ça. Mais bon, souvent quand il y a une tentature de d'effraction, du tabernacle, on a quand même certaines idées, hein. C'est soit des francs-maçons, soit des satanistes et souvent les 2, on va dire, hein, parce que les satanistes francs-maçons. Voilà, c'est clairement voilà, c'est des gens qui détestent, qui détestent l'Église parce qu'en fait, l'Église, tout simplement, est pour moi le dernier, alors l'Église imparfaite évidemment, mais et qui est pour moi un des derniers remparts, contre le gauchisme. Parce que, vraiment quand on regarde, dans la tradition de l'Église, tous les dogmes, tous les voilà, dans le magistère de l'Église, les avis, de l'Église sur plein de sujets différents, plein de sujets sociétaux, on se rend compte qu'en fait, voilà, l'Église a déjà depuis 2000 ans, donné les réponses même politiques, hein, à la décadence qu'on connaît. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais que je parlais de ma conversion. En fait, ça a vraiment été ça. Pour ma part, je me suis rendu compte que voilà, l'Église était en fait, voilà, répondait, à mes questions et qu'en fait, la «chute» entre guillemets, la chute du catholicisme en France coïncidait avec, l'augmentation, de sa décadence. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser, plus profondément à la chose et voilà, je pense qu'il y a de plus en plus de gens de gauche qui vont s'attaquer, frontalement à l'Église. Soit ils vont vouloir l'infiltrer, ce qui est déjà le cas depuis, plusieurs décennies, ou soit ils vont l'attaquer, de plus en plus frontalement et voilà, on va dire que voilà, c'est effectivement, navrant parce il y a énormément d'attaques, d'églises en France. Elles sont déjà malheureusement dans un état, assez pitoyable pour beaucoup d'entre elles et si en plus de ça elles doivent subir des attaques, des des saccages, de la part de nos propres citoyens, si ce sont bien des Français, hein, évidemment. Voilà, ce sera de plus en plus dur, mais est-ce que ça ne serait pas, justement un bon signe, dans le sens où, voilà, ces gens savent à qui s'attaquer, ils savent qui sont leurs vrais ennemis et du coup, dans le même temps, ça pourrait permettre à des gens,
à des gens de notre milieu, des gens de droite nationale, de se dire que ah bah tiens, si le système s'attaque autant à l'Église et au catholicisme, est-ce que ça ne serait pas justement la solution? On l'a bien vu avec la dissolution de Civitas et la tentative de dissolution de Academia Christiana, qui ne devrait sûrement pas tarder. Voilà, on voit que la République s'attaque de plus en plus aux catholiques, heu, très simplement parce que, bah, la République, elle est née de son antichristianisme. La République est née du génocide vendéen, elle est née du meurtre de prêtres, elle est née de meurtres de milliers, de dizaines de milliers de catholiques. Voilà, je pense qu'il y a une résurgence de l'anticatholicisme parce que la République se sent aussi en danger. Elle se sent et comme tous les poissons bougent énormément avant de mourir, peut-être que c'est un signe que la République bouge énormément avant de mourir. Fin très joliment amené. Maintenant, je vais laisser la parole à. Décidément, c'est la soirée des Bardamuka. C'était Bardamuka qui avait levé la main en premier par rapport à Donald, et après, ce sera Donald. Bardamuka, nous vous écoutons. Bonsoir tout le monde. Ouais, je veux pas foutre la merde, mais c'est la première fois qu'on se fait tous virer comme des malpropres lors d'un live, hein. À mon avis, J'ai grand chef. fait une erreur de clic. Ah Je ouais, voulais couper grand chef. l'enregistrement, mais j'ai coupé l'appel. Voilà, grand chef, il va pas être content, hein. Bon, voilà. Voilà. Alors moi, donc comme dans mon habitude, j'ai deux anecdotes anecdotiques concernant ce qui a été dit ce soir avec Alexandre Corbier-Denis, ce qu'avait dit Maxime. Alors moi, pour ma part, je suis expatrié maintenant aux USA, malgré moi et pour des raisons professionnelles. Et j'ai eu l'occasion donc au travail de discuter avec un superviseur italien, mécanicien italien qui était ici, qui était venu spécialement à l'usine pour faire une maintenance. Ça m'a permis de discuter avec lui, de sympathiser avec lui, qui était d'ailleurs dans le même hôtel que moi. Et on parlait de Mélanie. Donc je ne dirai pas sur ce qu'il pense de Mélanie, parce qu'on a vite convergé vers les mêmes idées. C'est à croire que les nations arrivent à se repérer entre eux. Et il m'a expliqué quelque chose de très glaçant qui lui est arrivé à Milan. Il se baladait dans la ville avec un de ses amis et sa petite fille de 4 ans. Ils sont tombés sur un groupe, alors je sais pas, ça devait être. Il m'a dit, il ne savait pas si c'était des Pakistanais, des Irakiens, je sais pas, des croisés portes et fenêtres, il ne savait pas trop. Mais toujours est-il, c'est que les trois personnes sont venues l'interpeller en lui demandant expressément, en lui demandant s'il vendait pas sa gamine de 4 ans, hein. Quelle horreur. Donc, il a sorti un billet de 50 euros, il a tendu donc au superviseur italien en disant je te rachète ta fille, je la veux, quoi. Donc, ça s'est un peu envenimé, hein. Vous pouvez croire ça, qu'un père de famille n'accepte pas ça, et ça s'est fini en bagarre. Première anecdote. Bon, si vous avez des choses à rajouter sur ça, mais ça, c'était la première anecdote. La deuxième chose, par rapport à ce que disait Alexandre Corbier-Denis sur l'aspect très social en France, moi, ce que j'ai pu remarquer en France, quand j'étais encore en France, quand il m'arrivait de côtoyer des ouvriers, mais des ouvriers à la dure, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de travailler dehors, notamment dans le bâtiment, qui, passez-moi l'expression, ont les pieds dans la merde un peu du matin jusqu'au soir. Je me rends compte que ce sont eux qui ont les positions sociales les plus dures, un peu très très antisociales. Tu perds ton sang-froid. Et ces gens-là, quand on les écoute, c'est mort à l'assistanat. Il y en a ras-le-bol de payer pour des gens qui ne veulent rien foutre. Bon, l'immigration, je vous en parle même pas. Et c'était un peu surprenant parce qu'on peut se dire que en fait, la gauche a vraiment glissé sémantiquement de la classe ouvrière qui était, on va dire, d'une gauche, allez, qui était à peu près respectable parce que c'était des ouvriers, des sidérurgistes qui voulaient se battre pour que leurs enfants aillent à l'école et une condition et un destin, entre guillemets, plus glorieux. Mais non, j'oublie, le terme n'est pas bon, mais qui puissent s'élever dans l'ascenseur social. Et là, on se rend compte que ces gens-là, visiblement, ils sont encore plus à la droite que le MEDEF, hein. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose, si vous avez encore quelque chose à dire. Et Ouais, je veux bien rebondir dessus, Vas-y, si vas-y. tu veux. J'avais une question, Moi, ma dernière question. ouais, je vais rebondir et puis tu la poseras après. Mais ouais, ça D'accord. m'étonne pas trop parce que, en fait, c'est des gens qui travaillent dur, qui travaillent même des fois la nuit, hein, clairement. Et ces gens, du coup, se saignent au travail pour des fois des salaires de misère. Et quand ils voient des gens qui ne travaillent pas et qui gagnent peut-être voilà, 100, 150, 200 euros de moins qu'eux, eh ben, ou plus, ou de plus, évidemment,
et ben en fait, ces gens-là, ils deviennent effectivement aigris. Donc ça m'étonne pas trop. Et c'est pour ça aussi que j'estime que la ligne économique de Marine Le Pen est pas la bonne, parce que honnêtement, elle a tout à gagner à retrouver la ligne économique de Jean-Marie Le Pen, qui lui parlait énormément des entrepreneurs, voilà, des petits patrons et des ouvriers qui se tuaient à la tâche. Elle a vraiment aucun intérêt à avoir cette ligne socialiste et limite des fois communiste, hein. Voilà, ça n'a aucun sens, je ne comprends pas. Excellente transition. Et là, je vais la faire une petite colle pour vous deux, messieurs. Maxime, tu as dit qu'il y avait quand même des bonnes personnes à gauche. Allez, en vous faisant un Je peu pense. violence. En vous faisant un peu violence, quelle qualité pourriez-vous trouver à Marine Le Pen? Moi, je pourrais dire qu'elle aime bien les chats. J'aime bien les chats, moi. Voilà. Bah, sa Allez-y. qualité première, c'est qu'elle sait parler aux gens. Et en fait, elle sait également être en compagnie de personnes que peut-être elle méprise au fond d'elle, mais elle arrive quand même à paraître cool auprès d'eux. Et ça, c'est une qualité vraiment extrêmement importante en politique, hein. C'est un peu ce qui a fait le succès de Chirac, hein, d'ailleurs. Chirac, voilà, il était bien aimé entre guillemets, des petites gens, on pourrait dire ça. C'était un peu, voilà, la droite populaire, hein. C'était que Marine Le Pen a aussi un peu cette aura-là auprès du peuple. Chose que, par exemple, Éric Zemmour n'a pas forcément. C'était pas très naturel chez lui. Ça se voyait que c'était pas très naturel. Qu'il avait pas du tout l'habitude de ça, et ça se voyait vraiment. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle il a fait 7%. C'est que Zemmour est un idéologue, effectivement, c'est un très bon idéologue des fois, souvent, pas toujours, mais que voilà, il manquait cette humanité entre guillemets en politique. Chose qu'a plus Marion Maréchal, par exemple, ou un Stéphane Ravier, par exemple, aussi. Voilà, c'est, je pense, sa qualité première. Après, elle doit pas en avoir beaucoup, hein. Si ça me vient pas en tête, c'est qu'il y en a pas énormément. Ouais, la seule qualité, personnellement, que j'ai trouvée à Marine Le Pen, c'est que c'est la fille de Jean-Marie. C'est quand même c'est quand même déjà pas mal. Je laisse la parole maintenant à Baxter. Baxter, vous avez la parole. Vous pouvez la prendre en appuyant sur le petit bouton bleu qui est entre le bouton vidéo et quitter. Oui, Voilà. oui, bonsoir messieurs. Moi, je tiens toujours un peu le même discours, hein. J'avais déjà adressé ce type de propos à Thomas Joly. C'est vrai que Marine Le Pen peut nous rebuter un peu en tant que nation un peu sincère et disons radicaux, hein, mais en fait, en un sens, je pense qu'on lui prête des intentions qui ne sont pas les siennes, dans le sens où on assimile son discours, sa stratégie de dédiabolisation à une volonté sincère. En revanche, moi, je pense que Marine Le Pen fera très bien le boulot, très bien le travail si elle est élue. Elle saura s'entourer. Et en fait, actuellement, c'est le parti le plus présidentiable. Donc, la question que Elle je me saura pose, c'est s'entourer, pourquoi. elle n'est entourée que d'homosexuels, donc déjà, elle sait pas s'entourer. Et de franc-maçon aussi. Et de communiste. Il y a oui, mais c'est bien, ça diabolise, les gars. Et en gros, moi, ce que je pense, c'est que c'est tout simplement le parti le plus présidentiable. Donc, en tant que droitard, je vois pas pourquoi on ne devrait pas les soutenir, quoi. Bah, la raison est très simple. C'est que déjà, même à l'époque où, soi-disant, elle n'était pas encore dédiabolisée, elle n'avait pas d'idée de droite. Je me défie de me donner des idées que Marine Le Pen a eues qui pourraient s'apparenter à des idées de droite. Son programme, même son programme, dès qu'elle a eu la présidence, n'a jamais été de droite non plus. Et même si elle arrive au pouvoir, tout ce qu'elle va faire, c'est rien de droite, c'est-à-dire qu'elle va appliquer son programme à la lettre, et ça va décevoir les gens de droite, et les gens qui voudront renverser le système se tourneront vers Mélenchon. Tout à fait. Je suis totalement Je pense que je d'accord. ne peux pas être plus clair. Faire confiance à Marine Le Pen, c'est s'assurer que Mélenchon aura le pouvoir 5 ans plus tard. Oui. Et moi, je voudrais rajouter juste un truc. Pourquoi le Parti de la France a été créé? Tout simplement parce que des gens avaient très bien identifié Marine Le Pen, qui savaient très bien qu'elle allait faire exactement ça parce que c'était en elle. Et d'ailleurs, je me rappelle de Scipion de Salm qui nous disait la dernière fois que il
il avait repéré que Marine Le Pen était de gauche en 1999. Donc vous imaginez bien que ça fait déjà un bon bout de temps et elle était absolument pas médiatisée à l'époque. Je pense que quand quelqu'un trahit pour arriver au pouvoir, il trahira, il trahira arriver au pouvoir. Déjà parce que, comme tu l'as dit, Alexandre, il faudra plaire à son électorat. Et si elle ne plaît pas à son électorat, elle ne se fera pas réélire. Et voilà, donc je pense que c'est un engrenage en fait. Quand on commence à partir dans ce genre de choses et qu'on fait l'inverse, arriver au pouvoir, regardez Sarkozy. Sarkozy, il a fait une politique extrêmement, enfin une campagne extrêmement radicale, un petit peu radicale en 2008, 2007, excusez-moi, face à Jean-Marie Le Pen. Parce que Jean-Marie Le Pen, 5 ans avant, a été au second tour. Donc il s'est dit, tiens, je vais récupérer les voix du Front National. Ce qu'il a réussi à faire. Et au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a fait venir 2 millions d'étrangers. Voilà, donc ces gens-là, vraiment, j'ai aucune confiance en Marine Le Pen, comme je n'avais aucune confiance en Sarkozy. Je redonne la parole à Baxter, parce que Baxter, effectivement, l'a pas eu très longtemps. En plus, je l'ai coupé en disant que Marine Le Pen était entourée d'homosexuels, ce qui est factuel. Baxter, on vous réécoute, et ensuite ce sera la parole à Donald. Oui, en fait, pour moi, la Marine Le Pen, si elle est élue, en fait, on n'en sait rien de ce qu'elle va faire vraiment. Parce qu'elle a son programme, mais enfin, pour moi, elle est pas du tout sincère, en fait, quand elle présente son programme. Oui. C'est pas forcément qu'avoir des idées de gauche ou en fait, Marine Le Pen, elle est super habile, elle a une super stratégie dans le sens où le peuple français est con, en fait. C'est une grosse masse de viande qui réagit à des stimulus, mais en fait, ils ont pas toute votre capacité analytique. Ils vont pas comprendre qu'il faut baisser les charges, d'impôts et cetera pour, vivre mieux. En fait, eux, tout ce qu'ils voient, c'est à court terme, leur petit confort, leur petit monde et je trouve que le RN est très bon pour ça et moi, en tant qu'ancien cadre Reconquête, j'ai constaté dans le sens où, quand je suis arrivé sur le terrain, pour mes militants d'action, de terrain, et cetera, je suis allé me servir dans le Rassemblement national. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de mecs, des prolétaires et tout. Et en fait, c'est des gens simples. C'est pas des gens qui ont des grandes idées. Hein. Quand tu commences à leur parler de politique, limite, ils décrochent, quoi. En fait, ils veulent juste. En fait, eux, leur ligne, c'est il y en a marre des bouilles. La France, elle part en couille, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien. Et en fait, le RN, il joue vachement là-dessus dans le sens où le peuple français est tiède, le peuple français est mou, et en fait, elle répond très bien à cette demande. Et finalement, on l'a beaucoup taillé sur sa gauchisation, sa dédiabolisation, etc. Mais quand on regarde les études Kantar sur la dernière décennie, la progression du RN, elle est fulgurante, en fait. Donc pour moi, il y a une vraie chance qu'ils accèdent au pouvoir, et je ne suis pas sûr que... Enfin, moi, je suis pas d'accord avec vous, je pense pas que ce soit un parti qui va être complètement déviant, virer à gauche, et que ça va porter la LFI au pouvoir. Après, bon, c'est que mon avis. Hein. En fait, le Rassemblement national s'améliore, surtout au premier tour. Alors au second tour, là aux législatives, ils nous ont fait mentir, mais par exemple au présidentiel, pour moi, il y a vraiment un plafond de verre parce que bah, pour toutes les raisons que j'ai expliquées dans cette émission, hein, qu'avec un programme très, très socialiste, elle ne peut pas accéder au vote des gens qui, voilà, qui font tourner l'économie, on va dire. Et je parle plutôt des petits patrons, des entrepreneurs et même des grands patrons. Hein. Puis, pour moi, on l'a bien vu, enfin, elle a fait quoi, 41% là? Enfin, 41%, elle avait les planètes étaient alignées en 2017, les planètes étaient alignées en 2023, après 5 ans de Macron où les gilets jaunes se sont fait éborgner. Elle a fait quoi? Elle a fait 41%. Même si on avait, je sais pas, un attentat par mois, jusqu'aux prochaines présidentielles, je suis même pas sûr qu'elle ferait 46, 47 ou 48%. Hein. Et puis, par contre, là où tu as raison, c'est que oui, les électeurs du Rassemblement national sont simples. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du pouvoir d'achat. Et dans la tête des Français, plus de pouvoir d'achat, c'est égal au socialisme. Alors que, économiquement, c'est totalement l'inverse. J'en ai déjà parlé, c'est qu'il y avait une étude, de faite par un économiste français qui s'appelait Denis Louvel. Il n'est pas que économiste, il est aussi patron, je crois.
Et il avait fait une étude sur 93% des pays de l'OCDE et il avait trouvé que c'était mathématique. Plus il y avait de dépenses publiques, moins il y avait de croissance, plus il y avait de chômage et plus il y avait de pauvreté. Donc Marine Le Pen étant une étatiste pour toujours plus d'État dans l'économie, pendant 5 ans, elle n'aurait pas augmenté le pouvoir d'achat des Français. Ou alors elle l'aurait fait, mais avec encore plus de dettes. Sauf que là, on arrive à des niveaux de dette totalement affolants en France. À mon avis, le FMI va pas tarder à taper du poing sur la table concernant la France. C'est pas impossible que d'ici quelques années, on nous oblige, entre guillemets, à avoir un genre de plan comme a eu la Grèce il y a quelques années, hein. Donc on peut pas non plus faire n'importe quoi avec des promesses populistes. Voilà, je pense que même si elle arrive au pouvoir, ce que je ne crois pas, elle ne se fera pas réélire, hein. Ça, j'en suis sûr et certain. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'elle arrive au pouvoir, elle déçoit, parce qu'elle trahira, ça franchement, j'en suis sûr à 100%, et que les gens, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre, les gens associeront la trahison de Marine Le Pen aux idées de droite nationale, et on pourrait être reparti pour 50 ans. Enfin, ça serait pour moi catastrophique. Et je rappelle que c'est pas que le président également qui doit sauver la France, hein, c'est aussi les ministres. Si, et à un moment, il faut réfléchir, si Marine Le Pen est au pouvoir, qui seront les ministres? Les ministres, il faut réfléchir, ce sera pas Thomas Joly, hein, ce sera Jean-Philippe Tanguy. Vous aurez Jean-Philippe Tanguy qui sera peut-être responsable de la migration, même pas. Il n'y aura pas de ministère de la migration, ce sera quoi? Ministère de l'Intérieur, je sais pas. Ce sera Jean-Philippe Tanguy sur qui vous comptez pour vous sauver. À un moment, il faut être un peu crédible. Le Faut être un peu crédible. pornographe Julien Audoul. Julien Oui, Audoul, le Julien Audoul pornographe. aussi. Julien Audoul. Homosexuel pornographe qui fait des Bah après, vidéos porno gays. homosexuel, c'est la base, hein. Si on veut monter au RN, il faut être homosexuel. C'est quand même le minimum, j'ai envie de dire. Donc bref, si vous comptez sur Julien Audoul, Jean-Philippe Tanguy, Steve Brua, etc. pour être sauvés, bah les gars, vous serez jamais sauvés. C'est aussi simple que ça. Il y a Parce que clairement une Marine... féminisation. Il y a clairement une féminisation de la politique en France, et même le RN en est atteint. Et je dirais même plus, peut-être le parti le plus féminisé de France. En tout cas, le plus C'est gay. pas voilà, le plus gay, bah du coup, automatiquement, voilà. Et on peut pas attendre de personnes de personnes comme ça, de mettre en place des politiques radicales, hein. Enfin, on va pas à la guerre avec des enfants de 10 ans, quoi. Enfin, à part en Afrique, mais voilà, quoi. Et penser que Marine Le Pen joue un double, triple, quadruple jeu et que en réalité, carte piège, elle est rare, elle est de droite finalement, et elle va appliquer une politique de remigration massive, c'est un peu comme la théorie du multivers, hein, c'est basé sur pas grand-chose finalement, c'est basé plus sur un fantasme que euh, sur le refus, en fait c'est ça, c'est le refus de la confrontation à la réalité, c'est le non Le Pen, c'est le Front National, et on n'a pas envie d'admettre aujourd'hui, et je peux comprendre que le Front National est un parti qui ressemble beaucoup plus à celui de Mélenchon qu'à celui de Reconquête ou du Parti de la France. Faut être tout à fait honnête. Le solde migratoire que propose le Rassemblement national, et c'est une position qui est tenue depuis plus de 10 ans, elle est médiocre. Cette position est médiocre. La peine de mort, ils y ont renoncé. Enfin, ils y ont renoncé. Marine n'a jamais été favorable, plutôt, pour être exact. Et aucune des mesures que propose le Front National peut me convaincre, que ce soit individuellement ou globalement. Donc je peux comprendre qu'on veut se réfugier derrière sur non, mais en fait elle est de droite, mais elle se cache pour plaire aux médias. Non. Et puis même si on me dit que c'est une stratégie, et que en réalité, si les gens votent pour Marine Le Pen, c'est parce qu'ils en ont marre des étrangers, chose avec laquelle je suis totalement d'accord. Rappelons que Marine Le Pen n'a pas parlé une seule fois des étrangers pendant sa campagne présidentielle en 2022. Elle n'a pas parlé tout court, en fait. Elle a laissé Éric Zemmour faire la campagne et elle en a tiré les bénéfices. Moins elle parle, plus elle fait de score. Donc ça, elle l'a bien compris, hein. C'est Moi, ça. j'ajouterais qu'en politique, il y a un peu une obligation de compromis. Sauf que le FN puis le RN ils sont totalement tombés dans la compromission. Et ça, c'est totalement différent. Par exemple,
la compromission, c'est quoi? C'est typiquement de dire que l'islam est compatible avec la République, alors qu'en fait, concrètement, la majorité des Français estiment que l'islam n'est pas compatible avec la République. Même sinon, la République, on s'en fout, mais voilà, c'est pour le symbole. Marine Le Pen nous a dit que le grand remplacement était une théorie d'extrême droite. Est-ce que la majorité des Français pensent comme elle? Non. Là, c'était clairement de la compromission inutile. C'était vraiment ridicule. Quand Marine Le Pen nous dit qu'elle est contre les statistiques ethniques parce que c'est pas républicain, c'est pas ses valeurs républicaines, mais la majorité des Français sont pour les statistiques ethniques. Donc ça, c'est de la pure trahison. Et après, j'en passais des meilleurs. J'ai plus toutes ces médiocrités en tête, mais elle en a cumulé quand même ces dernières années. Et ce n'est plus possible de faire confiance à quelqu'un comme ça. En plus, moi, je pense qu'elle le pense vraiment. Vraiment. Bien sûr qu'elle le pense. Et toutes les personnes valables autour d'elle, de toute façon, ont été purgées. Faut être honnête. Et les personnes les plus de sa doctrine politique, excusez-moi, c'est-à-dire pas grand-chose, sont restées. Donc de toute façon, son entourage sera à l'image de son ministère, de ses ministres, si jamais elle venait, par un hasard de circonstances, à arriver au pouvoir. Ce qui est tout à fait possible, hein, mais encore une fois, même si elle arrive au pouvoir, ça sert à rien de sortir le champagne, vous pouvez le ranger tout de suite et le remettre au frais, parce que ça ne sauvera absolument pas la France. Ne serait-ce que d'1%. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, oui, maintenant que j'y réfléchis, parce que je l'avais lu il y a pas si longtemps que ça, j'avais relu le programme du Rassemblement national en 2022, et c'était encore pire que dans mes souvenirs à l'époque des élections. C'est vrai que c'était réellement vide de pertinence. C'était très vide de pertinence, c'est-à-dire que je me suis imaginé qu'elle gagnait les élections et qu'elle applique son programme à la lettre. Bah, on est dans la même situation qu'aujourd'hui. On est vraiment au point de départ, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant d'immigrés, il y a toujours autant de... Il y a peut-être moins de nouveaux, ok, mais ceux qui sont là sont toujours là, parce qu'elle voulait renvoyer que les immigrés qui étaient fichés en lien avec le terrorisme et qui n'avaient pas la nationalité française. Ça correspond à 5000 personnes. Voilà, c'est ça. On est entre 3000 et 5000 personnes. Bon, je ne suis pas sûr. Marine Le Pen était pour un... Oui, Marine Le Pen était pour un solde migratoire de 10 000 personnes. Donc, je vais expliquer ce qu'est un solde, hein. C'est la différence entre les départs et les arrivées, hein. Donc, un solde migratoire de 10 000 personnes, quand en France, il y a environ, je sais plus, il y a 200 000 départs en France, bah, ça implique automatiquement d'avoir des centaines de milliers de nouveaux arrivants. Donc, voilà, c'était sa position pour la présidentielle en 2012 et en 2017. Elle en a plus trop parlé en 2022, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle n'a pas parlé de grand-chose, hein, à part d'argent, je pense. À part de pouvoir d'achat, mais un solde migratoire de 10 000. Ah, puis elle a aussi dit que la rémigration, c'était quelque chose de totalement fou, absurde. Et inhumain, je crois, non? Inhumain, un truc du genre, ouais. Mais comment on peut... Elle n'avait pas dit que Zemmour était entouré de nazis aussi? Et ça me dit quelque chose, cette histoire. Ouais, oui. Après, elle parlait un peu de nous aussi, je crois. Elle nous aime pas trop. Après, on n'est pas du tout nazis, mais bon. Elle fait un peu l'hystérique de gauche, de base, qui n'a que le mot nazi en tête et à la bouche. C'est cela. Oui, mais c'est la stratégie de dédiabolisation, Maxime. Ce qui ne fonctionne absolument pas, hein. C'est dommage parce que moi j'aurais aimé effectivement que ce soit une stratégie, mais objectivement, avec les éléments que je peux voir depuis quelques années, ça ressemble plus à une réelle conviction de la fille qu'une stratégie, hein. C'est-à-dire que oui, Marine Le Pen n'a pas les mêmes idées que son père. C'est comme ça. Faut l'accepter. Et oui, Jean-Marie Le Pen le sait lui-même, bien évidemment qu'il le sait. Lui-même ne pense pas que c'est une stratégie, donc je fais quand même confiance au paternel. Tout à fait. Je crois qu'il y avait Donald qui avait une question, et après ce serait la dernière, parce que je vois pas de main levée. Donald, vous aviez quoi, mais je la vois baisser actuellement. Ah, c'est bon. Je vous accorde la parole. Donald, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous Bonsoir entends. Donald. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Parfaitement, Allô? Donald. Ah oui, j'avais une question, mais je pense que vous en avez déjà parlé à un certain moment. C'était par rapport aux opinions politiques des gens du milieu traditionnaliste. Moi, j'ai une expérience très personnelle. Je me rappelle à l'époque où j'étais adolescent, moi, adolescent, on évitait de parler de questions raciales, boomers, cathos de droite, parce qu'on se faisait availler en pleine gueule dès qu'on osait trop parler de la question raciale, de dire qu'on voulait vivre dans un monde peuplé que de blancs. Eux nous disaient que le problème, c'est pas une part de peau, que c'est que les émigrés, on leur a transmis des valeurs antinationales de la part de la gauche, que la France est traditionnellement une nation multicolore, parce que ça avait un grand empire colonial étendu sur l'Afrique et l'Asie, et que tel auteur catholique a écrit un livre qui s'appelait La France de toutes les couleurs. Alors, on parlait politique en cachette, mais on ne parlait pas de discours racialiste devant les boomers cathos de droite pour éviter de s'en prendre trop la gueule. Et les deux autres questions, et ça, j'ai trouvé ça assez absent chez le Parti de la France. Premièrement, la question de la corruption dans les sociétés de transport en commun. Et deuxièmement, la question sur la taxation du tabac. Vous savez que les sociétés de transport en commun, à la base, elles ont été mises en place en France afin que tout le monde puisse voyager de façon économique et selon leurs moyens financiers. À la base, c'était pour que ça soit moins cher que l'essence et que ça soit moins cher qu'on prenne la bagnole, que les trains étaient subventionnés. Puis, avec le temps, est né en place un système de corruption où le but des sociétés de transport en commun, c'était plus s'en foutre plein les poches avec l'argent public. Et ensuite, ils disaient qu'il n'y avait plus d'argent pour entretenir les lignes de train ou payer le personnel. Alors, ils ont passé leur temps à augmenter les billets de train. Et il y a certaines lignes de train où ça devient du délire, les prix. Alors, il y a plein de gens qui en ont marre d'être pris pour des vaches à lait et qui prennent le train sans payer à cause de ça. Et bizarrement, la direction de la SNCF, ils luttent systématiquement contre la fraude, sans admettre qu'eux, ce sont eux-mêmes des putains de fraudeurs et de corrompus. Le tabac, c'était quelque chose, une marchandise accessible à tous économiquement. Et là, maintenant, il y a une nouvelle idéologie mise en place où le tabac, ça devrait être un bonheur, un plaisir réservé seulement aux apparatchiks. On voit ça surtout en Belgique, en Allemagne ou en France où le tabac est surtaxé de manière délirante. C'est-à-dire qu'en Belgique, ça atteint les prix de 7 euros, en Allemagne 8 euros. Et France, ça va aller dans les 12 euros. Il n'y a plus que le Luxembourg qui a des prix avantageux sur le tabac. Si on prend tous les pays frontaliers, la partie nord-ouest au nord-est de la France. Et quelle est votre opinion au niveau de la taxation du tabac? Est-ce que vous trouviez que pour protéger les intérêts économiques de la France, il faudrait inverser la tendance, c'est-à-dire mettre en place les paquets à 4 euros pour que ce soit plus les Français qui aillent chez les frontaliers, mais ça soit l'inverse, que ce soit les frontaliers qui aillent en masse acheter des cigarettes en France afin de refaire vivre nos buralistes qui sont en train de fermer les uns après les autres. Alors je vais répondre à la première question par rapport aux catholiques et voilà et surtout le catholique et le sujet de la race. Alors moi du coup qui suis un converti, je l'ai déjà dit plusieurs fois aujourd'hui, en fait, quand je suis arrivé dans le milieu catholique, je me suis dit: «Ah mais je suis enfin avec des gens qui pensent comme moi». Donc j'ai pas eu du tout la même expérience que vous, alors je sais pas, des fois peut-être que dans certaines paroisses c'est différent, en ville ou à la campagne c'est peut-être différent. En tout cas, j'ai pas eu du tout, de problème au niveau de la politique. Moi, j'ai très vite parlé de politique et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, ils étaient tous d'extrême droite, et d'ailleurs, c'est des gens que je retrouvais en manifestation, bien connotés, donc j'ai pas le même sentiment que vous. Alors après, effectivement, il y a toujours des catholiques, qui sont toujours teintés de gauche, donc automatiquement, quand on leur parle de différence,
entre les races, bah, voilà, ils ont un peu les yeux qui s'écarquillent, mais c'est pour moi, c'est pas du tout la majorité, en tout cas dans les catholiques traditionnalistes, en tout cas, hein. Après, oui, dans les catholiques, modernistes, il y a, c'est de plus en plus, prégnant, ce qui est d'ailleurs un gros problème, mais ces gens ne font pas beaucoup d'enfants non plus, donc dans l'église, ceux qui font des enfants, ce sont les plus conservateurs. Donc moi, je crois en la démographie, j'estime que, la crise que connaît l'église avec, la génération des boomers, eh bien, ces boomers vont mourir, donc est-ce que vous m'entendez? Il y a eu une coupure? Oui, j'ai eu une coupure de connexion. Je sais pas si c'était que de mon Ouais, côté. je crois que c'est de mon côté aussi. Désolé. Ah, ok, très bien. Oui, du coup, je disais, par rapport à un peu la démographie dans l'église, oui, les nouvelles générations sont plus conservatrices. Donc mais c'est vraiment fou, c'est que là, on a vraiment la même chose dans le monde politique, dans les pays occidentaux et dans l'église. Parce que c'est la même génération. C'est la génération, des boomers, c'est les 68ards et vraiment cette génération est maudite. Elle aura littéralement, tout détruit en une génération. Donc après, c'est à nous les petits-enfants, les enfants ou les petits-enfants, c'est à nous surtout les petits-enfants. Petits-enfants et les petits-petits-enfants, c'est à nous voilà, de se réveiller, d'agir, de militer, de rejoindre des mouvements, comme le Parti de la France, d'aller dans les paroisses, catholiques, vraiment catholiques et c'est à nous, à notre génération, voilà, d'aller au combat. Voilà, donc moi, j'ai pas eu le même ressenti que toi, même si j'ai pu croiser effectivement des gens, tièdes, mais honnêtement, chez les catho tradis, j'ai pas souvenir d'avoir eu une seule conversation où je me suis dit: «Tiens, cette personne vote à gauche», hein. Pour moi, dans les catho tradis, pour moi, il y a sûrement 80 des gens qui ont voté Zemmour et 20 qui ont voté Marine Le Pen, hein. Pécresse, je pense pas qu'elle ait eu beaucoup de votes. Fillon a dû en avoir plus, en 2017. Mais là, en 2022, je pense que c'était vraiment, Marine Le Pen et Zemmour. Pour, du coup, le deuxième sujet sur la corruption, alors au Parti de la France, on en parle quand même un coup de temps en temps, mais on en parle peut-être effectivement pas assez. La corruption, de toute façon, il y en aura toujours, ça c'est clair et net. À partir du moment où il y a de moins en moins de concurrence parce qu'on tue les petites entreprises, on tue les petits entrepreneurs, on tue les petites entreprises, les moyennes, à partir du moment où on les viole fiscalement, comme j'aime bien le dire, il y a de moins en moins de concurrence, il y a de plus en plus de gros groupes et bah, quand il y a des gros groupes et bah, il y a des ententes, il y a des ententes, entre elles. On avait vu avec, dans le secteur de la téléphonie mobile, au début des années, 2000, il y avait eu des grosses amendes parce qu'on s'était rendu compte que en fait, les 3 acteurs qui étaient du coup Orange, SFR et Bouygues se mettaient totalement d'accord sur les prix. Il y avait absolument pas de baisse des prix, voilà, le marché était totalement stérile et quand, Free Mobile est arrivé sur le marché, ils ont tout fait exploser, et là, miraculeusement, bah, les prix ont baissé. Donc voilà, moi au Parti de la France, on est pour plus de liberté économique pour les petits entrepreneurs. On est pour moins de réglementation, on est pour moins d'impôts, moins de taxes et cetera. Donc automatiquement, cet environnement économique, favorisera, le fait qu'il y ait moins de corruption. C'est souvent comme je dis, la corruption, il y en a quand la part du gâteau est la plus petite, hein. Dans l'URSS, un État très étatiste, il y avait énormément de corruption parce que tout était géré par l'État. Il fallait que le pouvoir économique soit, main dans la main avec le pouvoir politique et en France, on est typiquement dans ce cas-là. La France est vraiment un pays où le pouvoir économique est extrêmement proche du pouvoir politique et inversement. Donc voilà, il faut surtout agir dans la macroéconomie. Donc voilà,
comme je l'ai expliqué. Après, au niveau de la taxation du tabac, quel est mon avis? Alors moi, j'ai jamais fumé de ma vie. Pour moi, le tabac, c'est une chose totalement inutile. Je ne comprends pas comment des gens puissent, fumer. C'est vraiment un truc, je n'ai jamais compris depuis que je suis tout petit, je ne comprends pas quel est l'intérêt de fumer. Vraiment, il y en a aucun intérêt. Les gens qui disent: «Ah, ça me permet de déstresser». Sauf qu'en fait, c'est parce qu'ils fument qu'ils sont stressés parce qu'ils ont un manque et le fait de fumer, ça compense ce manque. Mais en fait, si vous aviez pas fumé, vous seriez pas stressé. Donc, il y a littéralement aucun intérêt à fumer. Moi, est-ce que je suis pour, la taxation actuelle du tabac ou est-ce que je serais pour, une taxation normale? Écoutez, honnêtement, j'y ai jamais pensé, j'ai pas vraiment d'avis. Moi, le paquet à 10 €, j'en ai strictement rien à faire. Pour moi, vous avez qu'à arrêter de fumer, en fait, hein. Ça sert à rien, vous êtes des merdes à fumer là, franchement, c'est ridicule, hein. Donc arrêtez de fumer et les 10 € mettez-les dans des associations, dans des partis politiques, dans des mouvements politiques, des mouvements associatifs, de droite, voilà. Arrêtez, de voilà, de vous abaisser à ce niveau-là et il y a pas de sujet de taxation de tabac. Voilà, je m'en fous, en fait, le tabac. Bah, du coup, moi, pour répondre aux 2 questions, je vais répondre aussi. Alors, le côté chrétien, catholique, pardon, tradit, un peu mou politiquement, personnellement, je partage un sentiment assez similaire avec Donald, c'est que moi, j'ai rejoint une église catholique, tradie, effectivement, récemment. Et politiquement, on est sur du LR, UMP, slash, Reconquête. Et du coup, ils considèrent que je suis un peu trop extrême. Mais sinon, ça se passe bien. Je peux pas exiger, je peux pas exiger que les gens soient plus radicaux. Par contre, il n'y a pas de gauchistes. Ça, fort heureusement, il n'y a pas de gauchistes. Et concernant... Oui, c'était quoi? C'était déjà la corruption dans les transports en commun. Bah, les transports en commun, c'est ambigu, parce que le transport en commun, c'est du pouvoir communal, c'est du pouvoir général et du pouvoir régional. Donc c'est compliqué, parce qu'on peut pas généraliser tous les transports en commun, tous les réseaux de bus. Moi, j'en parle beaucoup sur ma page personnelle Facebook, mais je parle bien évidemment du réseau du bus de ma ville, du coup, par conséquent. Comme quoi, il y a clairement une favorisation du nord de ma ville et un délaissement du sud, qu'il y a des arrangements politiques, etc. Moi, j'en parle. Mais c'est vrai que je ne peux pas en parler à tout le monde au Parti de la France parce que bah, c'est propre à ma ville, tout simplement. Et sinon, on dénonce beaucoup SNCF, les prix de la SNCF, etc. Et comme quoi les fonctionnaires grévistes devraient être licenciés sans aucune, comment je pourrais dire, sans aucun incendie et sans aucune aide. Et concernant le tabac, alors moi je serais peut-être même à l'inverse de la réponse attendue, c'est-à-dire que concernant la cigarette, je serais limite pour l'interdire en réalité. Autant je peux comprendre, je sais pas moi, par exemple le cigare, certaines choses comme ça, je peux comprendre, qu'il y a vraiment du goût, il y a une forme de culture qui s'en émane, un peu comme le vin par certains égards. Autant la cigarette, c'est juste de la consommation pour de la consommation et de l'addiction, ça n'a aucun intérêt. Donc je serais limite pour interdire la cigarette. Donc pour la question du paquet avec 10 € ou 4 €, bon bah, moi je pense que l'addiction est une mauvaise chose. L'addiction c'est quelque chose qui vient combler un manque de repères. Et j'ai envie de dire, donnons des repères aux gens et ils n'auront plus d'addiction. C'est, je pense, le plus sain pour aborder cette question. Donc moi, c'était tout pour moi. J'ai répondu pour les questions, j'ai fait l'émission. C'est un agréable moment passé tous ensemble. Merci beaucoup Maxime Leroy d'avoir participé à l'émission et d'être resté jusque-là. Merci beaucoup à Alexandre Cormier-Génie d'avoir participé. Même s'il n'est plus là, s'il écoute la rediffusion, sache que je te remercie. Vous pouvez retrouver l'émission directement en rediffusion sur le canal Telegram. Vous pouvez le retrouver dès demain en rediffusion sur la chaîne YouTube. Lundi, la FAQ, si j'oublie pas, comme la semaine dernière. Et mercredi, vous aurez un entretien du Parti de la France avec mon adjoint, celui qui fait les miniatures, les visuels, les stickers, etc., etc. Qui fait tout ce qui est design, hein, globalement. Et c'est un échange très intéressant. Voilà, donc je vous invite à adhérer au Parti de la France si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode, pour un bistrot même, pour un bistrot du Parti de la France. Allez, bonne fin de semaine tout le monde. Au revoir.